Wesh gros, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir deux artistes et pas n'importe qui, l'Exhaleur et Akhenaton, a.k.a. Chill, a.k.a. Setenza, qui depuis plus de 30 ans enchaîne des albums solo avec IAM. Pour vous dire un paquet classique. Le groupe marseillais était sur Lyon pour leur tournée Hip Hop History et comme d'habitude, ils ont mis grave le feu. Wesh Akhenaton, comment tu vas? En pleine forme, tout va bien. Petit rhume, mais ça va. Un petit rhume? Ouais. Ouais, ça va passer. Ça va passer. C'est la tournée, ça. C'est la tournée, Voilà. exactement. Comment ça se passe la tournée d'ailleurs? Très bien, on a la chance d'avoir des salles complètes et pendant quasiment les 50 dates. Oui, les 50 dates, on est complet et c'est une belle nouvelle pour le rap, pour le hip-hop en général, parce qu'on n'a pas eu à passer en télévision à promotionner. C'est des choses qui sont vraiment, c'est complété avec le bouche à oreille et nous on est, comment dire, on est vraiment heureux que ce soit comme ça. On le dit tous les soirs, et on le répétera ce soir, mais on est spectateur des bonnes choses qui nous arrivent. C'est l'avantage des années, de l'expérience. On est conscient que ce qui nous arrive, c'est exceptionnel et on est très reconnaissant pour ça. Ouais, c'est une énorme chance. Oui. C'est vraiment un... Après plein d'années de travail, moi tu sais, la première fois que je vous ai vu jouer, c'était à Autun en 1992. Ouais. J'habitais Dijon à l'époque, on était venus en masse avec toute l'équipe, il y avait Duke et tout. Et je me souviens, moi j'étais arrivé en retard et vous avez fait un match de foot avec mes potos, les gars du quartier où avait lieu le concert. Et en fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, pour vous, l'échange avec les gens, la rencontre, c'est vraiment un sens moral, c'est essentiel même. Alors, c'était plus. Alors, je vais te dire le paradoxe des années 90. Le paradoxe des années 90, c'est que les concerts étaient très remuants, voire très violents, avec des bagarres, du gaz, ce qui n'arrive plus aujourd'hui. De nos jours, ça s'est calmé dans les concerts. Par contre, dans les quartiers, il y avait une accessibilité où on arrivait à jouer dans les quartiers et c'était l'avantage des MJC. Les MJC ont été détruites par Sarkozy, Hollande et Macron, parce que lui c'est le king. Et il n'y a plus de lien social dans ces quartiers. Pour le périscolaire, mais aussi pour des artistes comme nous qui venions. À l'époque, on avait la chance dans le rap de pouvoir venir dans le quartier, échanger avec les gens du quartier, faire des matchs de foot. À Grigny, à la Grande Borne, on s'était fait des grillades avec grillades torse nu sur le terrain de handball, match de foot. Et c'est des choses qui ne sont pas envisageables maintenant parce que aussi la culture dans les quartiers a changé et que les gens qui étaient plutôt de sensibilité très à gauche avec le partage et la solidarité, aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais un jour dans un débat à une députée LR, j'y disais mais les gens dans le quartier ils veulent comme vous, hein. Ils veulent l'Audi, ils veulent le foulard Hermès, ils veulent le sac Louis Vuitton et cette mentalité-là, et depuis 20 ans renforcée par la télé-réalité, fait que l'interaction est beaucoup moins possible maintenant. Les gens ils veulent te montrer qu'ils sont méchants et c'est complètement différent et c'est l'inverse de ce qu'est le hip-hop. C'est un peu ce que vous dites dans Sans Valeur. Oui. Ça me fait penser que dans Sans Valeur, ça peut... Est-ce qu'on peut penser comme ça que le rap mainstream, entre guillemets, ne fait plus de transmission de ses messages, de ses valeurs, et que vous, par exemple, dans ce morceau-là, vous mettez en lumière ce qui est oublié? Alors, pour Sans Valeur, je pense pas qu'on... Tu sais, en général, nos niveaux de combat, ils ne s'arrêtent pas au rap. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans cette histoire de dire ça, c'est du bon rap, ça, c'est du mauvais rap, ça, c'est du rap traditionnel. Le rap, c'est devenu la variété française. Donc, forcément, il y a une partie du rap qui est la variété. S'ils ne transmettent pas de message, ils sont à la hauteur de ce qu'a été la variété à toute époque, ils sont là pour vendre des disques, et c'est honorable, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me dérange, les valeurs, ma mère disait toujours, les valeurs, elles sont transmises par les aînés et par les puissants. Aujourd'hui, les hommes sans valeur, ce sont des gens qui nous dirigent. Et cette absence de valeur, elle infuse à tous les étages d'une société. Et si on se retrouve avec des gamins qui ont très peu de valeur, ils copient uniquement ce que font les grands en haut. Du copier-coller. Copier-coller. L'album Hip Hop History, qui vient de sortir, voilà, c'est moi, j'ai le sentiment que ça représente tout ce que le hip-hop combat depuis des années.
Oui, on essaie d'avoir aussi l'essence même du rap d'Ayam, c'est d'avoir un rap engagé avec des sujets bien précis, qui sont des sujets sociétaux, qui sont des sujets individuels aussi, des sujets spirituels et des sujets géopolitiques. Parce que malheureusement, aujourd'hui, des fois j'ai l'impression de rabâcher, soit sur la santé, pendant le Covid, on a vu mes positions, mais parce que ça fait partie d'une dynamique générale. Le Covid, c'était le lubrifiant. Maintenant, la carotte arrive. Ça s'appelle la guerre. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un grand économiste, français ou suisse, je ne sais pas quelle nationalité, dans le train, entre Paris et Genève. Il allait assister à une conférence. Il m'a dit, écoute, le but final, il m'a dit, le monde occidental est au bord du gouffre. Le but final des grandes sociétés transnationales, c'est de prendre l'épargne des Français, qui est un trésor de guerre, qui représente 1000 milliards d'euros. On regarde bien ce qui vient d'être annoncé. On rentre dans une économie de guerre, on va prendre sur le livret A des Français. Il s'est 5 ans en arrière, il ne s'est pas trompé. Ils font exactement ce qu'il avait annoncé. Pour revenir à Ayam, c'est que c'est au centre de nos paroles, aussi. C'est-à-dire que des morceaux vont être à la fois sur la vie des quartiers, sur les rapports des gens entre eux, mais aussi la vie dans le monde. On est dans une forme de globalisation. C'est pas réellement une mondialisation, parce qu'il y a un monde qui est de côté, et tu le vois bien en Palestine, les gens se font bombarder, ils comptent pour de l'eau. On en parle peu ou pas, et d'autres qui se font bombarder dans d'autres pays, on ne suscite plus d'intérêt, c'est de l'intérêt économique. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est au centre de tous les problèmes du monde. C'est-à-dire que ceux qui en ont beaucoup en veulent énormément. On est rentré dans une phase où il y a des entités extrêmement puissantes qui désirent tout posséder. De la terre aux immeubles, à ce que tu respires, à ce que tu bois et à ce que tu mets dans ta voiture. Tu consommes et tout, et même ce que tu regardes, bref, ça va très loin. En tout cas, c'est toujours ce que vous évoquez dans les albums d'Ayam. Chaque album d'Ayam est travaillé différemment, faisant en sorte qu'il soit meilleur que le précédent, mais toujours avec un concept différent, en respectant les piliers d'Ayam. Oui, après tu sais, enfin, j'ai travaillé avec Duke. Moi, je travaille sans calcul dans le rap, c'est-à-dire que un album, il va être la photographie des 6 mois où je le travaille. Si tu prends les 6 mois d'après, c'est un autre album. C'est dans l'actualité, quoi. En fait, j'espère qu'on peut garder l'esprit hip-hop, et l'esprit hip-hop qui est en constante évolution. Après, tu sais, on est le produit aussi de ce qu'on écoute, et j'écoute des fois toutes les nouveautés qui sortent et qui m'intéressent. Ce matin, j'étais en train encore d'écouter le nouvel album de Ransom, produit par Harry Fraud, produit par Harry Fraud, qui est très bien. Mais le Jay Skis aussi, qui vient de sortir aussi jeudi soir, est vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il y a même du progrès chez ces artistes-là, parce qu'ils profitent du siphon Benny the Butcher, Conway, et qui montent tous les gens qui sont dans leur sillage. Il y a du progrès. C'est partie du label de Conway, de Conway. Je l'ai vu sur scène d'ailleurs. Ouais. Ceinture. Ah ouais. Je fais pas de talk over, moi. non. Mais d'ailleurs, tu as fait un 45 tours avec Duke. Ouais. Qui vit par le faire avec featuring Benny the Butcher et le théorème d'Archimède par d'idée avec Saïd. Ouais. Comment ça s'est construit cet album? C'est 45 tours, pardon. Alors le 45 tours avec Duke, c'était un projet d'il y a longtemps. Duke, il me disait, dès que tu as une petite fenêtre, on se fait des morceaux ensemble. Moi, je fais des projets de producteurs, et moi, c'est comme ça que je connais Duke. Le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas être parti au Brésil avec lui quand il m'a convié le mois de septembre où il est allé. Je devais faire les choses. C'est Oxmo qui est parti. Qui est parti à ma place, mais c'est un producteur. Alors vous pouvez écouter aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, les projets avec Danielson. Voilà, c'est des projets très bien travaillés, et j'ai encore les instrus dans mon ordi, des morceaux que je devais faire pour le deuxième 45 tours. Ah ouais. On était en train de travailler le deuxième 45 tours. Pour moi, c'est une grosse perte. Pas que pour la musique, et c'est humain. C'est humain, voilà. Bien sûr. C'est un frérot. Ouais, c'est notre frérot. Hein. Ouais. C'est depuis toujours.
En plus, c'est que c'était la surprise, Benny the Butcher. Tu voulais que ce soit Riggs d'Aclo. Au début, j'avais demandé Riggs, mais j'avais demandé assez large. J'ai dit soit quelqu'un de chez Griselda, soit Riggs, quelqu'un de Rochester ou Eto. Yes. Eto, c'était compliqué parce que Eto, à cette époque-là, il travaillait sur un projet avec Vidon, je crois. Oui, exact. Ouais, ils en sont plusieurs ensemble. Voilà. Et donc, il s'appelait Lil Eto, justement. Voilà, Lil Eto, voilà, et qui avait fait le morceau avec Jay Black et tout ça à l'époque. Et quand tu m'as dit, sera Benny, j'étais tout content parce que je trouve que Benny, il a pas étonné qu'il soit signé par Jay-Z. Bon, je pense que Of 97, il a beaucoup joué ce morceau dans la signature parce que c'est vraiment un véritable hommage. Et c'est vrai qu'il y a des artistes qui ont fait des hommages magnifiques à Jay-Z comme Rhapsody et Benny the Butcher ont fini par être signés par Jay-Z au final. Mais Benny, pour moi, c'était une étoile montante au niveau de l'addiction, la clarté, ce qu'il y a dans les paroles, le contenu. Il regroupe plein de bons aspects du rap. C'est des fois, il y a des mecs qui sont forts, mais ils disent rien. Et lui, il a les deux, le fond, la forme. En plus, avec Duke, c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Non, c'était pas la première fois, mais tu sais, nos chemins ils se sont croisés maintes et maintes fois, déjà à l'époque d'Assassin, maintes et maintes fois, et pas aussi nécessairement que pour du boulot ensemble, c'est-à-dire que ça dépassait ce cadre-là, c'était aussi des moments de chill, il passait, quand on était en tournée, ah ben tiens je viens ce soir, mets-moi de place, et ça. Après on parlait ensemble à Fourvière, assis sur les gradins quand tout était fermé, voilà, je pense que c'est une histoire d'amitié et en ce sens-là, le hip-hop, le rap, il rapproche des gens qui parlent le même langage et qui ont la même culture. Tu sais, je me suis retrouvé des fois à faire des grosses discussions avec des hip-hoppers et des hip-hopeuses de Chine ou du Japon parce que notre langue, ou en Thaïlande avec Titanium, parce que notre langue était commune. C'est ça, un langage commun, le hip-hop. Voilà. Parler de son et tout. Il y a des groupes qui t'inspirent, autres que Ransom Ah oui, tu sais, il y a des albums avec des hauts, des bas. Moi, je trouve que des fois, tu vois, par exemple, des artistes comme j'ai suivi pendant des années, je trouve un exemple négatif là. Si Harry the Kid, j'ai bien aimé ses premiers projets, j'ai suivi jusqu'à un certain moment, quand c'est passé trop R&B pour moi, j'ai arrêté de suivre. Et d'autres où les projets étaient mixés à la hachette, je pouvais pas écouter rien qu'au niveau du son, et qui arrivent à faire des projets mieux aboutis, plus professionnels. J'écoute encore aussi des gens comme Nice Da Future. Là, j'ai bien aimé le Love Wins EP de Yara, la rappeuse de Los Angeles qui chante et qui rappe. Alors les prods, il y a une prod de Crysis dedans, mais les prods elles sont top. Hein. Et à écouter c'est un petit bijou. Au début, je disais, elle rappe un peu comme Madia, elle chuchote un peu, et j'avais peur de m'ennuyer. Et pas du tout, j'ai écouté les 9 ou 10 titres, bien foutu. Madia, dans son premier album, Primo, Free Hard Way, par exemple, c'est les classiques, comme vos morceaux. D'ailleurs, il y a un morceau que je kiffe aussi dans le dernier album, c'est Ma vie. Et tu dis, à un moment, je fais des lettres avant les chiffres. Oui. Et ça, toi, c'est pour ça que je lui ai en plus le bouquin, d'ailleurs, qui est un très bon livre. Et ça me fait penser à ce que Kefren dit dans le livre, à un moment. Il dit, le livre Entre la pierre et la plume, il dit, quand nous avons produit d'autres groupes, ce n'était pas dans un but de rentabilité immédiate. Non, parce qu'on avait envie, c'était le but de la transmission du hip-hop, on l'a fait peut-être maladroitement, sans expérience à l'époque. Peut-être certaines choses n'étaient pas carrées. Par contre, on y a mis notre cœur, on y a mis notre argent aussi. Donc si on n'était pas certain de certaines choses, on n'aurait jamais mis notre argent dans cette histoire-là. On l'a fait et puis on a progressé avec le temps. Tu as vu, toute cette expérience-là des premiers temps m'ont servi après quand on a bossé plus à la Cosca et à 361 avec Psychiatre de la Rime, avec la Ligérino, avec Shane Paille, avec tous les artistes avec qui on a travaillé à cette époque-là, on était plus expérimentés. Je pense que c'est toujours dans l'esprit du hip-hop. Contrairement à la variété, tu fais un morceau et bon, tu te soucies pas trop des groupes qu'il y a autour de toi, tu n'en as rien à foutre même si tu peux les manger au niveau du chiffre, tu le fais. Dans le hip-hop, je parle dans le hip-hop, rap, b-boying, voilà. Tu as le souci de te dire, bon,
j'ai des groupes dans mon entourage, je mets en avant, tu vois, et on continue à être comme ça. Des frangins comme Relo ou comme Vust, qui sont dans nos entourages. Voilà. Un superbe opus ensemble d'ailleurs. Ah, Monopolium, moi c'est un petit chouchou pour moi parce qu'avec Vust, ça fait 25 ans qu'on se dit qu'on veut faire un album ensemble. On a juste mis 25 piges à le faire, mais voilà, on l'a fait. Et ce que je disais, j'ai dit, tu te rends compte, Vust, on aura souvenir ensemble d'avoir fait cet album en commun. Vust, c'est une personne humaine incroyable, vraiment un des gars les plus cool que j'ai rencontré dans le rap. C'est vraiment, moi je le considère vraiment comme quelqu'un de ma famille. Hein. Vust, et surtout un artiste de talent. Et tu vas demander à des tas de rappeurs, y compris de la nouvelle génération, Vust en fait c'est le rappeur des rappeurs. Si tu demandes aux rappeurs qui ils écoutent, et tu verras que Vust viendra souvent dans les playlists. Il suffit juste d'écouter les couplets. Le niveau, il est. Tu sais, j'ai rencontré 2 surdoués vraiment dans le rap, surdoués, c'est-à-dire à l'instinct, c'est Laura Luciano et Vust. C'est des surdoués du rap qui ont en 5 minutes la capacité de, en très peu de mots, c'est ça la difficulté, c'est en très peu de mots de te faire, l'image elle est immédiate, c'est simple mais c'est percutant, c'est bien tourné. Et comment au sein du groupe ou quand en solo, comment ça se passe quand vous préparez un album autre que ce soit dans les 6 mois d'actualité et tout, au niveau de l'écriture, vous écrivez chacun de votre côté, vous êtes en studio? C'est variable selon les projets, ça dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on fait à côté, mais par exemple Joe et moi on est souvent ensemble, quand on écrit, on se fait écouter les couplets. Tu sais, même pour faire des albums, il n'y a plus trop de calcul. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme des albums comme Astéroïde ou comme avec Just Music ou comme Latin Quarter avec Craven, ce sont des albums mais ce ne sont pas des albums parce que moi je vais à la rencontre d'autres producteurs et je fais le kiff comme j'ai fait avec Duke quoi. Et aujourd'hui faire des albums de manière officielle, on en a fait avec IAM, tout ça. En tout cas en solo, moi je peux te dire un scoop, c'est que j'en ferai pas 150 millions. C'est-à-dire que si je dois faire un album, j'en ferai encore un véritable officiel. Et puis après je m'amuse. Et après il y aura du Astéroïde, du Latin Quarter, au hasard. Je produirai des gens, ils viendront rapper dessus et je rapperai sur des prods d'autres. C'est un super album, Latin Quarter, c'est avec Nicolas Graven. Tu sais que quand, je me rappelle, parce que ça fait un moment que je le suis, pour ses compilations, qu'il a invité plein de monde et tout, il y a un moment, il publie sur Instagram, il fait les gars, j'étais avec IAM. Il fait comme ça, j'étais avec IAM, j'ai fait écouter mes sons à IAM. Quand il a dit ça, dans ma tête, j'ai fait c'est bon, il y a quelque chose qui va arriver. C'est fait comment en fait En fait, c'est fait par l'intermédiaire de super rappeurs québécois qui s'appelle D-Track. Alors moi, je suis comme toi, j'écoutais Craven, mais surtout à travers les prods qu'il faisait avec Macomi, avec plutôt les rappeurs américains. Et D-Track m'a invité sur un morceau qui s'appelle Soroche et qui était produit par Craven. Donc, à ma surprise, quand ils sont venus tourner le clip à Marseille, qu'on a tourné dans le stade Vélodrome, Craven est venu et il était du voyage. Donc ça nous a permis de passer 3 jours ensemble et de discuter de musique, de prod et tout ça. C'est un gamin, je dis gamin parce qu'il a à peine un peu plus âgé que le plus grand de mes fils, mais il est pétri de musique, il est pétri de hip-hop, il est dedans, il est passionné. C'est ça. La dernière fois, il fait des kiffs, il a pris des samples de François Hardy, il a fait tout un album d'instru comme ça et tout. Non mais il est extra, c'est vraiment... J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la Latin Quarter, on a dans les tuyaux de faire une suite. Alors peut-être une suite aussi combinée Craven avec Stack Moula aussi, parce que j'ai fait un morceau avec Stack Moula qui est très proche de Craven et qui est un très bon producteur aussi. Et voilà, j'espère que j'aurai le temps après derrière d'enquiller ces projets. C'est toujours le temps qui me... Le confinement, il a eu un avantage, c'est que j'ai pu faire Astéroïde en entier et Latin Quarter en entier. En plus, il y avait IAM Concept à ce moment-là. Oui, il y avait IAM Concept. J'avais grave kiffé parce qu'au moment tu as parlé de K, que moi j'avais découvert par Rock Marciano. Et voilà, c'est un phénomène lui. Ah non mais K, si tu veux du contenu, là par contre c'est... Bon, tu sais, j'ai jamais eu trop avec la soul. Ça peut arriver que la musique me mette des larmes aux yeux avec la soul musique ou. Moi, il m'a il me fait pleurer. Beaucoup d'ému. Surtout le morceau quand le clip, le dessin animé. Oh là là là. Il parle du gars qui va à la rate et tout. Bref. Je suis d'accord. Plusieurs fois, j'ai eu des frissons énormes en écoutant K. Des morceaux comme Every Now and Then. Descendants of Cain, c'est son album. Pour moi, c'est masterpiece. C'est cet album, toutes les paroles, les morceaux.
Et je crois que c'est Rock Marciano qui produit une grande partie de Descendants of Cain. Beaucoup de gens du rap ne connaissent pas K, alors que j'avais lu un commentaire une fois, je me permets de prendre une minute, mais il est extraordinaire. K est pompier à Brooklyn. Oui, tu l'avais dit dans I Am Concept. Voilà, et dans I Am Concept, c'est la phrase, je l'avais dit dans I Am Concept, il y avait un commentaire qui disait « Il est meilleur dans son hobby que certains rappeurs dans leur job ». Et je trouvais ça tellement bien tourné et tellement vrai. C'est la première fois depuis de nombreuses années que j'ai les larmes aux yeux en écoutant des morceaux. En tout cas, ça fait plaisir, tu es toujours un passionné. Ah, toujours. Toujours jusqu'au bout. Quoi. Mais parce que le hip-hop et le rap, c'est dans l'ADN. Après, au bout d'un moment, tu peux être pris dans ta vie, et ça peut arriver à des époques d'ailleurs, pris dans ta vie dans une spirale où il faut réussir ce qui arrive, où il faut répondre à la demande de la maison de disques, à la demande de tes propres fans, à la demande du public. Et pas, c'est un peu que c'est le système capitaliste. Les actionnaires, ils veulent pas voir de flèche qui fait ça derrière. Chaque année, les actions, elles doivent augmenter. C'est ce qui crée le chaos dans le monde, parce que on est sur une planète finie et les gens demandent de faire une croissance infinie. C'est impossible. Dans le rap, c'est pareil. Quand tu commences à gagner des galons et tout ça, tu en veux toujours plus. En fait, je pense que ce qui arrive de mieux à IAM aujourd'hui, c'est d'être hors circuit. Et c'est-à-dire hors course, hors circuit, on fait ce qui nous plaît. Si on doit sortir 2 albums à 3 mois d'intervalle, on sort. S'il ne doit plus y en avoir de 3 ans, il y en a plus de 3 ans. On fait du live, on fait des trucs, on ne fait pas de promo. J'ai pu aller en télé où on me demande des questions graves sur des sujets profonds qui nécessiteraient 1h30 d'interview. Tu vois, les gens, par exemple, me demandent d'aborder certains sujets, comme ce qui se passe en géopolitique, soit en Palestine, soit en Ukraine. Je peux t'en parler. Mais alors assieds-toi, fais tourner les caméras, ça va durer longtemps. Donc c'est pas des choses que tu peux expliquer en 2 minutes. Or aujourd'hui, la règle d'Internet, c'est d'expliquer en 2 minutes les choses. C'est ça. Et c'est pour ça que même quand je publie des choses par rapport à l'humanisme, à l'humanité. Moi, l'humanité, que des enfants prennent des bombes sur la gueule, c'est une question d'humanité. Maintenant, si tu veux que je te parle de géopolitique, je vais remonter jusqu'à l'Égypte antique. Et là, je vais en parler pendant des heures. Et parce que c'est un problème qui est récent. Hein. Bah, c'est récent, et puis quand tu remontes l'histoire, tu vois que ça commence depuis bien longtemps aussi. En Europe. Ouais. Pas en Afrique, pas au Moyen-Orient. En Europe. C'est pour ça que la pensée même de la colonisation sioniste est un rêve européen. C'est pas un rêve oriental ou nord-africain. C'est un rêve européen, parce que ce sont les communautés en Europe qui ont énormément souffert des pogroms. Pas parce que les chrétiens étaient dans des périodes d'inquisition, étaient dans des périodes de persécution, et ils ont été persécutés, les juifs ont été persécutés pendant des années en Europe. Mais du coup, si tu prends la logique des choses, ça aurait dû être l'Europe qui aurait dû régler ces problèmes-là. Pas prendre le problème et le transposer à un autre endroit du monde. Ouais, carrément. Et c'est ce côté-là qui me dérange. Tu sais, clairement, comme disait cet économiste, l'Occident est au bord du gouffre. Il y a 2 pieds dans le gouffre. C'est pas une question de civilisation ou quoi que ce soit, c'est une question d'économie. C'est qu'aujourd'hui, le danger pour l'Occident, c'est les pays émergents comme la Chine, comme l'Inde et comme tous les pays arabes qui ont rejoint le bloc BRICS. Il est là le danger. Malheureusement, nos pays ne savent pas faire autre chose que la guerre lorsqu'ils sont dans la panade économique. Et notamment les États-Unis. Tu sais, moi, je demande à tout le monde qui me parle des conflits, j'ai dit écoute, prends la carte du monde, regarde les bases russes à l'étranger et regarde les bases américaines à l'étranger, et tu verras qui aime faire la guerre. Et puis déjà, il y a beaucoup de guerres dans le monde que beaucoup ne parlent pas. Oui, beaucoup au Congo. Les conflits au Congo durent depuis des années. Bien sûr, exactement. Le plus total. Hein. C'est même atroce ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut se recaler sur des questions d'humanité. Ce n'est pas une question de chrétiens, de musulmans, de juifs, d'athées, de ci, de ça. Il faut dépasser tout ça. Il faut se remettre sur des questions humaines. Et que tant que l'économie l'emportera sur l'humain, c'est bien beau de faire l'Europe. Mais si tu fais l'Europe du pognon et que tu ne fais pas l'Europe des peuples, ton Europe elle est bancale. Aujourd'hui, tu es à la tête de l'Europe von der Leyen, qui est une sorte de vallée des grandes industries américaines.
Non, mais c'est ça. Et puis, de toute façon, pour ramener la paix, c'est comme tu dis, c'est l'humain. moral, l'humain. Ouais. L'humain avant tout. Je crois pas que même moi, je me suis jamais positionné dans un conflit russo-ukrainien sur qui avait raison ou qui avait tort, mais au bout d'un moment, on a piétiné les accords qu'on avait avec la Russie à de multiples. On les a poussés. On les a poussés dans les retranchements pour les amener doucement à la guerre. Ce qui est malheureux, c'est que c'est le peuple ukrainien qui souffre de cette guerre. Vous savez, ceux qui déclenchent ça, ils sont chez eux tranquilles. Ils ne souffrent de rien. Dans leur bureau, tranquille, quoi. En tout cas. Et je voudrais que les gens soient très éveillés sur le fait de ce que Emmanuel Macron prépare, et c'est un véritable conflit direct avec la Russie, un conflit direct et prolongé qui concerne vos enfants. Donc soyez bien vigilants sur cette histoire. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est ça qu'ils endorment les gens de toute manière avec les médias et tout ça. Tu sais ce que c'est l'armée française professionnelle? 200 000 soldats. Une fois que ces 200 000 soldats seront usés au front, il enverra des appelés. Ouais. Et ça se prolongera. Je conclus sur ça parce qu'on parle de hip-hop, mais c'est un moyen de siffler, c'est très important de pouvoir révéler, siphonner l'épargne pour les mettre dans les mains des investisseurs. Aujourd'hui, c'est des grandes sociétés qui mènent ces guerres-là. Si tu votes pas, comme disait Squat, occupe-toi de politique, sinon c'est la politique qui va s'occuper de toi. Voilà. Il s'occupe de nous là, et bien comme il faut. En tout cas, c'est le mot de la fin pour terminer l'interview. Le mot de la fin, c'est peace, love and unity. C'est les mots de notre culture. Elle a été construite sur ça. Elle n'a pas été construite ni sur du gangstérisme, ni sur de la méchanceté, de la destruction. Revenons aux fondamentaux, pas que dans le hip-hop, mais dans la société en général, et avançons sereinement. La vie est courte. Avançons ensemble. Ouais. Ensemble. C'est très important. Ouais. Merci à Kenaton pour cette interview. Merci. Franchement, merci. Pour nous, on est honorés d'être à présence. Nous, c'est pareil. Et oui, cette forme nous a rassemblés au sein d'un groupe, un seul et même groupe depuis 1988, et depuis ce jour. Qu'un seul vienne, tous les autres suivront. Je marche avec les miens. Merci Lyon. Changement de pays, avec l'une des plumes les plus aiguisées de la Belgique, j'ai nommé l'Exhaleur, qui nous régale avec ses albums et ses freestyles, qui ne laissent personne indifférent, comme ses prestations sur scène. Wesh l'Exhaleur, comment vas-tu? Ça va et toi? Tranquille, bienvenue dans Wesh Gros. Hein. Ça fait plaisir d'être là. Hein. Ce soir tu joues à Lyon? Yes. C'est la première date que tu fais à Lyon? Ouais, comme je vais te dire, hors caméra. C'est la première fois que je joue ici sur Lyon. Et tu es en pleine tournée, comment ça se passe les dates en ce moment? Là, au fait, on vient de recommencer une tournée qu'on a commencé mi-janvier, où on a fait quelques dates en Belgique. Ok. Et là, c'est le premier week-end où on revient vers la France, la Suisse, etc. Donc, on a joué hier dans les montagnes ici à côté. On joue ce soir à Lyon, et puis fin du mois, on repart pour le sud-ouest, et puis la Suisse, les stations de ski, etc. Et puis la Normandie, la Bretagne, et puis d'autres villes, etc. Ah, c'est bien, il y a plein de dates programmées. On a une grosse tournée cette année. Ouais. Et tu joues pas tout seul en plus? Tu es venu en équipe? Non, mais sur scène, on est toujours la même équipe depuis des années. Avec mon brave Fakir, qui m'accompagne pour les bacs, et DJ Smokey, là, derrière le platine. Un gros big up? Ah ouais, hein. Un gros bisou. Ouais, ça fait un moment que tu peuras. Franchement, tu as sorti des purs albums. Moi, je t'ai connu à travers les clips qui étaient sortis il y a 10 ans. C'est les clips en noir et blanc, on s'est enchaîné non-stop. Et dans le morceau Comprendre qui pourra, tu dis que tu écrivais déjà à l'âge de 12 ans. Ouais. Tu as commencé à quel âge à écrire et c'était à quel... Qu'est-ce qui t'inspirait à l'époque, quoi? J'ai commencé à 12 ans. Après, quand tu commences aussi jeune, etc., t'as pas directement un discours engagé de fou. Hein, c'est pas... Mais moi, j'ai eu de la chance que je viens d'une ville à Liège qui s'appelle Serein, où les plus anciens de chez nous étaient déjà dans le hip-hop depuis longtemps. Donc les plus grands du quartier
Moi, quand j'ai commencé à 12 ans, ils avaient déjà 15-16 ans, ils rappaient déjà, Yes. ils avaient déjà des textes structurés, tout ça. Et je m'y suis mis peu à peu à force de traîner avec eux. Et puis, la passion s'est installée, j'ai voulu aller de plus en plus loin, j'ai essayé d'aller... À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc si tu voulais voir les gens, tu devais te déplacer de ville en ville, Ouais, carrément. aller de salle en salle de concert, des trucs comme ça. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a fait notre chemin. Je suis venu assez vite en France. Là, je vais avoir 40 ans, donc 12 ans, c'était il y a 28 ans, faut se remettre dans le contexte, quoi. Il y avait Sonar qui est toujours là. Et qui Ouais, était- Sonar, il est même plus vieux, lui. Sonar, il a même 10 ans de plus, quoi. Ah ouais. Donc, il était déjà là. Sonar, il fait partie de la génération des grands avec qui moi j'ai commencé, etc. et qui m'ont transmis la passion du hip-hop, le mode de vie du hip-hop, tout ça. Ouais, puis après, tu es passé de la chambre au studio, quoi. Si on peut dire ça entre guillemets, Ouais, la chambre où tu moi, rappes. ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les studios sont beaucoup plus présents. À Mhm. l'époque aussi, c'était difficile d'avoir un studio ou d'aller enregistrer chez quelqu'un. C'était pas tout le monde qui avait ça chez lui. Il n'y avait pas autant de home studio, des trucs comme ça. Donc pour ça aussi, je dépendais des anciens de chez nous qui avaient un petit truc pour enregistrer et qui m'ont gentiment soutenu pendant des années, jusqu'à ce que moi, je vois que j'allais continuer à faire du rap. Donc quand j'ai eu 20 ans, j'ai créé mon petit home studio à la maison et j'ai commencé à enregistrer mes trucs moi-même jusque là maintenant. Ah, tu te souviens des premiers enregistrements? Dans quel style déjà? Mes premiers enregistrements Ouais. dans mon home studio ou Yes. mes premiers enregistrements Ouais, en studio. déjà quand j'étais jeune? Ouais, quand tu étais jeune, ouais. De quoi tu parlais déjà à l'époque? Je sais pas, mais les premiers textes que j'ai vraiment enregistrés en studio, je devais avoir 15 ans. Et je sais bien que les anciens de chez nous avaient 20-25 ans avec eux, ils avaient déjà des morceaux, des morceaux bien structurés, Ouais. avec refrain, tout ça. Et je sais bien je les laissais pas indifférents. C'est pour ça aussi qu'il y a quelques anciens de chez nous qui ont voulu m'aider à me structurer moi-même pour essayer d'avancer le plus possible. Bah, déjà à l'heure actuelle, 2024, plein d'albums qui se sont enchaînés. Nous, on kiffe l'écriture. L'écriture vraiment fait bien profond, créé avec les tripes, avec l'âme, comme tu dis dans des morceaux. Est-ce que tu exprimes beaucoup un constat de la réalité? Est-ce qu'on peut dire que c'est une remise en question quotidienne quand on cherche dans la profondeur de tes textes? Ça, ouais, même humainement, hein, je crois que si tu veux vraiment avancer dans la vie ou même pas péter les plombs à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, que ce soit de bien ou de mal, tu te remets en question assez Carrément. souvent. Hein. Et après, ouais, ce qu'il y a, c'est on met souvent le rap dans des cases où on parle de rap conscient, rap truc. Moi, je considère pas qu'on fait du rap conscient parce que le rap conscient, ça appartient à tout le monde. Je dis un gars comme Caris, quand il va en cabine, il est conscient de ce qu'il écrit. Il écrit ce qu'il a envie d'écrire, donc il est conscient de ce qu'il fait. Il fait du rap conscient aussi. Ce qu'il y a après, il y a eu rap engagé, rap truc, rap chic. Moi, je crois que je fais du rap humain, tout simplement, tu vois. Je me concentre sur l'humain en général. Je me concentre pas sur le lieu d'où je viens. Une telle communauté chic. J'ai des aspirations de tout dans la vie. T'as vu, quand je marche dans la rue, j'ouvre les yeux. Je peux être autant inspiré par une vieille dame de 70 ans qu'un gamin de 8 ans, tu vois. Donc, Ou la mythologie grecque? voilà, tu vois. Après, ça, c'est des kiffs personnels dans la culture, etc. C'est pas... Des morceaux comme ça, c'est un kiff personnel. Je suis conscient que c'est pas des morceaux qui vont parler à la majorité des gens. Les métaphores sont bien choisies. Mais pour les gens qui kiffent la mythologie grecque et qui ont approfondi là-dedans ou qui ont qu'un minimum de connaissances là-dedans, ça peut leur parler, tu vois. Ouais, carrément. Mais des gens qui s'en foutent totalement, c'est pas un morceau qui va leur... Tu vois. En tout cas, ça se voit que tu es un amoureux du Peura, de la culture hip-hop, parce que tu as fait aussi si je me trompe pas, du Goethe, graffiti et tout ça. Un peu, mais ça c'est à la base, hein, le hip-hop, Yes, à la base, tout le monde touchait à tout. Et après, tu vois ce qui te correspond le mieux, tu vois. Le tag, moi, c'était pas... Mais les gars avec qui j'ai commencé mes premiers textes, que je te dis qui étaient un peu plus vieux que moi, avec qui j'ai commencé le rap, c'était des taggers, tu vois. Et qui sont devenus des grands graffeurs chez nous, qui vivent de ça aujourd'hui, tu vois.
Il y a une grande culture en Belgique. Ouais, mais pour ça, on a eu de la chance, tu vois. Yes. Et vu que l'argent est venu très tard dans la culture hip-hop chez nous, ça n'a pas sali l'engagement et la passion des gens, tu vois. Les gars chez nous ne pouvaient pas se mettre dans le mouvement en se disant je vais gagner ou je vais devenir une star. Donc il n'y avait pas ces objectifs-là de base, tu vois. Dans un morceau, tu dis, je ne sais plus le titre, tu dis la Belgique c'est comme la France qui imite l'Amérique. Ah non, c'était quoi je dis Je vois le morceau que tu dis. Ah, c'est vieux ça. Ouais, mais quand même, tu vois, la phrase elle représente pas mal de choses. Ah, mais c'est parce que c'était ça. Nous, en fait, au départ, quand on a commencé, on nous disait que la France était en retard de 10 ans sur l'Amérique et que nous, on était en retard de 10 ans sur la France. T'as vu d'où on venait, tu vois. Il y avait des groupes comme Starflame qui étaient en place. Ouais, mais c'est ça. Tapu d'Amadré, entre autres. Voilà, mais chez nous, on connaît vraiment tous ces groupes-là, Yes. parce que s'ils ont passé les frontières, c'est que déjà chez nous, ils étaient présents, tu vois. Surtout à l'époque, c'était beaucoup plus dur de traverser les frontières, tu vois. Parce que même déjà chez vous en France, il y avait du rap sur les grosses villes, mais tout ce qui venait des à côté. Bien sûr. Enfin, il y avait déjà du rap là-bas, mais qui était connu et reconnu et fort écouté, etc. Avec les gars à Paris, Marseille, un peu Lyon, Toulouse, où ils ont eu des... Et après, je sais bien aussi qu'il y avait des anciens groupes qui étaient déjà présents dans toutes les autres villes. Mais c'est que... C'est à l'époque... C'est pareil, chez nous, il y a eu même Binibi, même avant Starflame. Donc la culture hip-hop est présente depuis longtemps. Ah ben, je me rappelle de la compile qui était sortie de la même période que Rap Attitude en France. C'est là où... j'ai plus le blaze, mais c'est là où il y avait un b-boy sur la pochette. Qui était sorti en 89 ou en 90 en Belgique. En tout cas, à l'époque, je me souviens des MC belges, il y en a qui avaient il y avait l'école de Bruxelles, il y avait l'école de Liège aussi. Bah, c'est parce que c'est un peu les deux grosses villes, c'était les deux grosses villes hip-hop à l'époque, quoi, tu vois, un peu comme Paris, Marseille en France, quoi. En tout cas, depuis, tu as fait un sacré parcours, travaillé avec plein de beatmakers différents, Métronome, Manidez, El Gaoui, Krone, entre autres. Comment ça se passe l'échange avec les beatmakers? Ils t'envoient les prods? La plupart, moi, en vrai, tous les gens avec qui je travaille dans le rap, ou que ce soit les beatmakers, les featuring, les gens avec qui mixent mes morceaux ou qui me font mes clips, etc. C'est tous des gens que je connais humainement. Et puis, au fur et à mesure, c'est pour ça que si tu regardes les collaborations même qu'on fait, je fais de temps en temps des nouvelles collaborations parce que j'ai rencontré un tel ou un tel. Mais sinon, ça reste toujours le même cercle, tu vois. Depuis le départ, tu as vu Furax, Silla, Demi, depuis qu'on le connaît, c'est devenu des frérots avec le temps. Maintenant, on se connaît depuis plus de 10 ans pour tous. Donc, à force de se voir, d'avoir vécu tant de choses ensemble, inévitablement, ça nous des liens, tu vois. Ouais, ça se fait naturellement, quoi. Et pareil pour les beatmakers, tu vois. Krone, je l'ai rencontré il y a longtemps, même si c'est un de ceux avec qui j'ai le moins collaboré. Mani, au début, qu'on a commencé à faire des trucs, c'était pareil. Al Gaouli, on l'a rencontré il y a quelques années, pareil, depuis on ne le lâche plus. Et c'est plein d'échanges. J'ai fait aussi pas mal de projets avec mon frère Ofa qui est avec moi sur scène et d'autres gars de chez nous. Et en même temps, c'est lui maintenant qui mixe toujours tous nos trucs et qui nous accompagne pour tout ce qui est... Il est fort structuré pour tout ce qui est SACEM, tout ce que de base nous on néglige, lui il connaît, donc il essaye de nous aider pas mal là-dessus. C'est dans la ligne directrice du travail, on peut dire, quand tu prépares un album? De quoi la SACEM En fait, chacun fait son rôle, la fine équipe, entre autres, tu vois. Non, quand je fais un album, en vrai, je prévois tout, et puis j'en parle au fur et à mesure que je fais des morceaux, je les envoie à l'équipe, je vois qui réagit, comment. Sinon, de base, moi, quand je crée un album, j'ai pas vraiment une direction artistique. T'enregistres, t'écris. Souvent, ça arrive où j'ai un bon morceau que j'enregistre et je me dis, je vais tourner un album autour de ça. Donc après, je commence à faire des morceaux qui sont plus ou moins dans la lignée de cette thématique et niveau musical aussi, qui reste dans la même branche. Et ça vient naturellement. Naturellement, t'es pas perfectionniste ni trop exigeant envers toi-même? Non, je crois pas.
Parce que justement, j'ai des exemples d'anciens de chez nous qui ont voulu être trop perfectionnistes et qu'ils ont fait des 200 morceaux, mais ils n'ont jamais rien sorti. Ça arrive parce qu'ils avaient fait des morceaux, 6 mois après, ça devenait trop vieux, ils ne voulaient plus les sortir, et Chic, et Nac. Moi, ça va, j'ai de la chance pour tout ça. C'est un casse-tête d'être comme ça. Bah, je le suis pas, donc je peux pas savoir, mais tu vois. Ouais, j'en connais, même moi dans ce domaine-là, dans notre délire. T'as posé aussi dans l'Underground S'exprime 7 sur une prod du frérot Duke. C'est Duke, c'est celui qui fait le générique de Wedge Grow aussi, avec qui on a commencé à travailler Wedge Grow. Qui c'est qui t'avait contacté à l'époque? C'était Squat ou Duke? Non, c'était Rockin. Rockin, hein. Ça a dû te faire un chaud au cœur quand même. C'était un échange, moi c'était parce que j'avais un morceau à l'époque, c'était La Révolte des mots qui était sur mon album À l'heure qu'il est. Où Rockin' Squad pose aussi d'ailleurs. Et c'est parce que avant de sortir l'album, j'avais déjà sorti le clip. Et j'ai un gars du quartier ou de l'équipe, je sais plus vraiment, qui était venu me retrouver et qui m'a dit hey, t'as vu, Rockin' Squad, il partage des sons à toi sur sa page, nana. Donc j'avais été voir, il avait partagé ce clip-là à moi. Et donc j'ai été le trouver, on a commencé à parler. Je lui ai dit que j'avais des projets en cours et que je voulais l'inviter. Du coup, il m'a dit, vas-y, moi je suis en train de préparer l'Underground S'exprime et j'aimerais bien que tu poses dessus. Et voilà, c'est un échange naturel, ouais. Exactement. Et avec tout ce que tu as fait depuis le début et tout, qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi dans la musique? Je crois que c'est le fait que la musique nous fasse autant voyager, rencontrer autant de monde. J'aurais pas cru ça au départ. Nous, on vient de petites villes, tu vois, et comme je te dis, quand on a commencé, on n'aurait pas pu savoir l'ampleur que ça allait prendre. Et aujourd'hui, avec le fait de faire une interview avec toi à Lyon, hier on jouait dans la montagne, dans 2 semaines on joue encore dans d'autres villes, et puis la Suisse, et ça, c'est parce que là on a les pieds dedans, donc on s'en rend pas compte tous les jours, tu vois. Mais ça aussi, c'est un de mes trucs où j'arrive à prendre assez régulièrement le recul et de me dire, t'as vu, tu fais quand même tout ça. Parce qu'à l'échelle de la starification d'aujourd'hui et de l'époque, on a l'impression que les petits artistes comme nous ne font rien ou ne pourraient pas en vivre ou ne pourraient pas développer pleinement des projets, etc. Alors que moi, je vois tout un autre décor, tu vois. Sachant que c'est beaucoup de travail déjà. Ouais, mais des sacrifices même des fois. C'est comme pour tout, mais en vrai, quand tu fais ça avec le cœur, on en parlait encore hier avec quelqu'un là après le concert. Moi, je me sens pas de travailler là, tu vois. Pourtant, on est fatigué, on a fait 8 heures de route là en voiture, là on vient d'en refaire 2, on va repartir encore demain, on va en refaire 8. Yes. Mais ça fait partie du truc et après je relativise vite, tu vois. J'ai des frérots à moi qui vivent dans la rue, j'en ai qui vont à l'usine se casser le dos 8 heures par jour, tu vois, je veux dire. Nous on est là, on mange bien, juste pour faire du rap et venir chiller avec les gens. Ouais, c'est profiter sans se plaindre, quoi. Il y a pire dans la vie, tu vois. Ouais, carrément. Ça c'est clair et net tous les jours. On ne sait pas comment ça va finir et quand. Ouais, c'est pour ça qu'il faut profiter aussi, tu vois. Et parce que ce milieu-ci particulièrement, t'es jamais sûr de rien, tu vois. Parce qu'il faut pas une chanson qui déplaît, un truc, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois, ou même humainement, hein, qu'il t'arrive un truc dans la rue. Bien sûr. Chic, une altercation où t'étais sous en fait de soirée, t'as fait une connerie, ça a été filmé, t'as mal parlé aux gens, et chic. Un garde de travers qui prend en vrai. vrai. Après, nous, comme je te dis, même on n'est pas des stars, donc c'est pas des questions qui nous trottent la tête, tu vois. De toute façon, tu cherches pas à l'être une star, tu t'en fous d'avoir du buzz. Et comme tu dis dans un morceau, t'écris pas ce que les gens veulent. Mais c'est ça, c'est un choix. En fait, moi, je crois que les gars qui se plaignent quand ils sont comme ça, qui peuvent plus aller faire les courses, qui sont dans la rue, que tout le monde les arrête, c'est eux qui l'ont choisi, tu vois. À un moment, c'est des choix de vie où tu sais que si t'es exposé comme ça à la télé tous les jours, que ça,
forcément tout le monde va te connaître. Donc si tu pousses ton produit, que ce soit artistique ou autre, à vouloir être exposé aux yeux de tout le monde, t'attends pas à ce que demain les gens vont fermer les yeux, tu vois. Et moi, justement, je crois que je fais des choix aussi artistiquement dans le rap, que pour rester au niveau où on est, faire notre petit chemin comme ça d'année en année, avoir notre public qui nous suit d'année en année, qui se gonfle d'année en année, petit à petit. Après, il n'y a pas besoin de plus, hein, tu vois. Je préfère avoir un petit public bien régulier qui est là à chaque projet et qui soutient avec le cœur, que des gens de partout et qui se permettent de critiquer en ayant entendu 2 morceaux sur ta discographie de 300 titres, tu vois, je veux dire. Donc voilà, mais ça c'est des choix, chacun fait ses choix. Hein, tu vois. C'est la lune croissante. Ouais. En vrai, lune croissante, ça peut symboliser plein de choses. Ouais, carrément. Je suis toujours même en train de chercher ce que ça symbolise vraiment au fond, tu vois. Ah, c'est l'élévation, l'inspiration, la progression du courant de la vie que tu as choisi à l'instinct, sans se poser de questions, ou du moins en profiter, comme tu disais à l'instant. Ouais, il y a tas de choses. Et puis je sais pas, moi aussi, je sais pas. Il y a une partie du ciel, etc., qui m'inspire inconsciemment, tu vois, je crois. Dans plein de morceaux, t'en parles. Tu fais mais beaucoup. c'est ça. C'est ça. Alors vraiment, j'ai beaucoup de frérots musulmans, etc., où tu vois la lune, tout ça, c'est fort présent chez eux, alors que moi, je connais pas ça, tu vois. Et c'est des fois, j'ai mon frérot Momo qui me suit depuis que je suis au départ. Je le cite dans beaucoup de morceaux. Ouais, tu cites. Et lui, il vient à chaque fois, il me dit, mais tu sais que chez nous, c'est ça et tout. Moi, je ne le savais pas, j'ai pas dit ça pour telle ou telle chose, mais c'est parce que ça m'inspire ces choses-là sur le moment. Ton âme est guidée dans cette direction. Comme je te dis, tu peux t'inspirer de tout. Ah ouais, il y a le groupe Trio, je sais pas si tu connais. Non. Tu connais pas le groupe Trio? Non. C'est un groupe toulousain, je crois, tu vois. Ok. C'est du chant mélangé un peu avec du reggae et tout ça. Okay. Je sais pas trop comment définir, tu vois. Mais ils ont un morceau sur le plastique, tu vois. Tu écoutes ce morceau et tu te dis, les gars, ils ont fait un morceau réac sur le plastique, tu vois. Comment tu peux t'inspirer? Et il faut écouter ce morceau, tu vois. Je sais pas pourquoi pourtant, ça fait longtemps que j'ai écouté ce morceau, mais je t'en parle. Parce que quand je l'ai écouté, je me suis dit, putain, si tu peux faire un morceau comme ça sur le plastique, tu peux faire un morceau sur le bois, sur le fer, sur les trucs. C'est tellement simple, mais à la fois, le morceau est tellement bien écrit et dénonce tellement de choses. En même temps, ouais. Que tu dis, les gars qui veulent pas pousser l'écriture aujourd'hui, c'est qu'ils regardent pas assez le monde, tu vois. T'as tellement de choses à dire dans ce monde, tu vois, que surtout. Quel groupe t'inspire beaucoup en ce moment, ou quel MC, ou pas spécialement hip-hop, mais... Je crois même pas, sans prétention, je crois même plus que c'est le rap vraiment qui m'inspire à l'heure actuelle. Tu vois. Comme je viens de te dire, le rap c'est une partie du monde, tu vois. Et le rap ça se renferme souvent dans des clichés, tu vois. T'as plus beaucoup de gars qui avec l'écriture ils te font voyager ou qui essayent de te faire avoir des références que tu connaissais pas et que tu vas aller chercher, que Par contre, dans le monde entier, je te dis, il y a plein de causes qui m'inspirent. Et ce sera toujours, tu vois. Parce que quand tu regardes les faits actuels dans le monde, il se passe tellement de trucs chaque jour partout. Et en plus, maintenant, avec le net, tu as les informations qui viennent de toute la planète. Donc tu peux pas être à court d'aspi pour moi, tu vois. Je veux dire. Ah, c'est clair. Donc tu as les prochains un nouvel album qui va arriver bientôt. Déjà, il y a plusieurs projets, ouais. Déjà là, il y a en parallèle 3, mais ça ce sont des sons que je regroupe, que j'ai posés sur les albums des frérots, des compiles, etc., et que je reprends pour en faire un projet moi-même. Puis dans le courant de l'année, j'ai un projet... Qui sort en vinyle d'ailleurs, non? Ouais, aussi. Ah, ouais, la plupart des projets, on les sort, c'est des vinyles. C'est bien. Ouais, parce que mon public, j'ai l'impression que c'est un public fort collectionneur. Donc, ouais, carrément. Ils sont forts demandeurs de vinyle, CD, tout ça. C'est pas plus mal. Ouais, carrément. Ça laisse l'objet, quoi, tu vois.
Et le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est prenez soin de vous tous, toute l'équipe. Merci de nous avoir invités, ça fait plaisir. Normal. Et j'espère que ça continuera bien pour vous. Plein de bonnes choses pour 2024, les années suivantes. Voilà. Moi, je veux dire un mot de la fin. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'Exhaleur, allez écouter ces albums, ça déchire. C'est vraiment, je vous en dis pas plus, allez écouter. Merci frérot. Merci frérot pour le partage. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Prenez soin de vous. À la prochaine. What y'all gotta do, you know what I mean?